longtemps que j'ai pas fait de vidéo, en fait ça fait genre un an, voilà, à peu près. Parce que j'étais en études, donc j'avais pas le temps, j'avais pas la possibilité, j'avais pas le matériel parce que j'étais ailleurs. Et donc je suis de retour, enfin pour l'instant, hein, on ne sait pas si ça va durer, mais enfin je suis là, voilà, pour faire des vidéos, pour parler de bouquins encore, hein, parce qu'on s'arrête jamais. Du coup je reviens avec une énergie chaotique pour vous faire le Mid-Year Freakout Book Tag que j'ai fait déjà l'année dernière. Sauf que là ça va être un peu différent parce que l'année dernière j'avais fait un truc avec une voix off et tout, parce que j'avais ma petite sœur pour m'aider à cadrer. Bref, donc là elle est pas là, du coup on va laisser tomber la voix off et je vais le faire comme ça, là en face cam, comme ça, là, vous voyez. Du coup, avant toute chose, je voulais vous parler de mon challenge livresque. À l'origine, je voulais lire 40 livres cette année, sauf que rapidement, j'ai dépassé ce seuil. En janvier, j'ai lu 4 livres, en février, j'ai lu 4 livres, en mars, j'en ai lu 5, en avril, j'en ai lu 19. En fait, c'est parce que j'ai fait mon stage en bibliothèque pendant 2 semaines et du coup, vu que j'étais tout le temps là-bas, j'empruntais des petites BD, des petits mangas et du coup, j'ai lu pas mal de BD pendant mes pauses, etc. En mai, j'en ai lu qu'un seul et en plus, c'était en audio. Quelle belle grosse merde. En juin, j'en ai lu 10 et encore une fois, c'est parce que je travaille à la bibliothèque pendant un mois. Donc j'ai commencé fin juin et là, j'y suis encore, on est mi-juillet. Et enfin, en juillet, j'en ai lu 8 pour l'instant. Voilà, donc ça fait un total de 51 au mois de juillet, ce qui est un record déjà à l'année pour moi. Et en plus, pour une mi-année, bon d'ailleurs je suis un peu en retard, mais enfin voilà, vous allez m'excuser, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et donc du coup, comme j'ai dépassé mon challenge de 40 bouquins à l'année, j'ai décidé de pousser à 65. Mais comme là je suis à 51, il y a moyen que j'y arrive rapidement. Donc on va voir si je le booste un peu ou pas. Bref, on passe au vif du sujet après une intro beaucoup trop longue. Du coup, la première catégorie du tag, c'est le livre que j'ai préféré donc depuis ce début d'année et je dirais que c'est Nous rêvions juste de liberté de Henri Louwenbroek. Donc ça c'est mon pote ça. Ça c'est incroyable, d'accord. Pourquoi c'est bien? Parce que les personnages sont bien construits dans un premier temps, parce qu'on les suit du début de leur aventure jusqu'à la fin de leur aventure. On va pas dire ce qui se passe, mais pour certains, c'est pas Jojo, mais je vous ai pas dit de quoi ça parlait. C'est un mec qui s'appelle Hugo et qui se fait une bande de potes dans sa ville. Et là, ils ont des rêves, ok? Ils ont plein de rêves, ils veulent partir, ils veulent faire la fiesta, non, 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 non. Et donc, leur seule solution, c'est d'avoir une moto. Et donc, chacun, petit à petit, hein, au fil de l'histoire, ils vont se trouver une vroom vroom, là, comme ça. Et ils vont partir en Y, ok, sur la route. Et donc, ça fait que ils vont rencontrer plein de gens, il va leur arriver des problèmes, ils vont créer un motor club, bon je sais pas exactement ça se dit, mais si vous avez vu Sons of Anarchy, normalement c'est un truc comme ça, genre c'est un club de motards quoi, en gros. Ils vont découvrir ce milieu en fait, mais ça va pas se passer comme prévu quoi, ça va être un peu la merde. Donc j'ai chialé, hein, j'ai chialé comme une grosse merde pendant les 50 dernières pages, parce que c'est triste, voilà. C'est triste et c'est incroyable. J'ai vécu avec eux en fait. J'étais sur la bécane là comme ça. C'est clairement un road movie, enfin un road book du coup, mais ça se dit pas. Donc on va dire un road movie. Et vraiment on est sur la route quasi tout le temps, on est tout le temps en mouvement. Et en fait c'est ça que Henri Louwenbroek arrive grave à faire, c'est même quand ils sont arrêtés, on est dans la tête un peu de Hugo en fait. Donc on suit ses pensées et ses pensées elles sont toujours en mouvement parce que c'est dans le mouvement qu'il trouve la liberté. Et donc c'est de ça que ça parle en fait. Et pour moi c'est pour ça que ça en fait un bon bouquin et que c'est pour ça que je l'ai kiffé, voilà. Mais il n'y a pas que lui, il y a un autre super bouquin que j'ai lu en début d'année, enfin que j'ai écouté, parce que du coup c'était un livre audio. Il s'agit donc de Réinventer l'amour de Mona Chollet, qui a été publié aux éditions Zone, mais que du coup là en livre audio c'est Lizzie. C'est clairement le sous-titre du bouquin en gros. Comment est-ce que le patriarcat détruit les relations hétérosexuelles? Je crois que c'est un truc comme ça. Après, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était très complet, etc. Et surtout que tous les arguments sont bien illustrés par des exemples à chaque fois. Mais apparemment, ça a été critiqué sur plusieurs points parce que ça reprenait un peu trop d'autres bouquins. Après, ça a quand même pour vocation d'être une synthèse. C'est ce que j'ai compris en tout cas, d'être une synthèse et une sur-réflexion en fait sur cette synthèse-là. D'en faire un genre de bilan. Donc moi c'est ce que j'en ai compris
et ça m'a beaucoup aidé à comprendre certains mécanismes du patriarcat et de comment le système en était imprégné. Du coup, les deux ont été de super lectures que je vous recommande fortement. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la meilleure suite d'une saga, et j'ai lu Animal Tattoo, le tome 7 du cycle 1, donc j'ai terminé le cycle 1. Et donc ce tome il a été écrit par Marie-Lu aux éditions Bayard Jeunesse. Donc suite de saga, hein, je vous ai déjà parlé d'Animal Tattoo je crois, mais j'en ai aussi parlé sur Instagram parce que c'est une série jeunesse que j'adore, que je surkiffe, et à chaque fois c'est genre je suis tellement dans l'univers, je suis dans l'ambiance et ça me fait du bien de revenir à chaque fois dans cet univers. C'est un peu une comfort série, une comfort saga, vous voyez. Donc je kiffe, voilà, je kiffe, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle sur les réseaux. Et je trouve ça super dommage parce que c'est franchement trop bien. La troisième catégorie, c'est une nouveauté que j'ai pas encore lue mais qui me tente énormément. Du coup, là j'ai un peu galéré, j'ai dû vraiment chercher sur mon livre addict parce qu'en fait j'achète pas beaucoup de nouveautés. Et du coup, ça fait que j'en ai pas forcément à présenter, mais on m'a offert Vespertine de Margaret Rogerson. C'est celle qui a écrit le truc des Ravens là, Enchantment. Non, c'est elle qui a écrit Enchantment of Ravens. Elle a écrit Sorcery of Thorns, ça je sais. Et c'est aux éditions Castlemore ou Big Bang. Je sais pas laquelle est l'édition et laquelle est la collection. Voilà, il est en hardback en plus, il est trop beau. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Et regardez la tranche, s'il vous plaît. Regardez la tranche, genre, c'est trop beau, j'adore. Mais alors de quoi ça parle? Je sais qu'il y a une histoire de mort qui se réveille un peu, un truc comme ça quoi. Et ça m'a fait penser un petit peu le résumé à Gods of Men, où tu sais, t'as une genre d'entité qui te traque comme ça. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça, donc je me dis ça se trouve ça va être un peu la même vibe. Donc ça me tente franchement. Après, sincèrement, je pense pas que je vais le lire cette année, parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire et que il y a d'autres priorités parce que ça je l'ai eu récemment et tout. Donc je vais le faire mariner un peu et puis on verra quand est-ce que je le cuisinerai. J'ai plus d'eau. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est la sortie que j'attends le plus de cette seconde moitié d'année. Je suis rarement pressée lors de la sortie d'un livre parce que en fait, je regarde pas forcément. Ouais, j'attends. En fait, ouais, c'est ça. J'attends que ça sorte et puis je l'achète quand je peux, voilà. Donc c'est pas forcément un truc que je guette quoi. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à répondre à la question, mais quand même, je me suis dit le tome 3 de Magic Charlie. En vrai, je l'attends, mais je suis pas genre comme ça sur la date de sortie. Je crois qu'il sort à peu près en septembre. Mais je veux dire, s'il sort plus tard, ça va pas être un problème pour moi, quoi. Moi, j'ai d'autres trucs à lire, il y a d'autres trucs qui m'attendent, vous voyez derrière, hein, voilà. Donc, du coup, m'en fous, quoi. Ensuite, ma plus grosse déception de ce début d'année, j'en ai eu quelques-unes quand même, hein. Mais là je vous en ai cité que, enfin j'en ai retenu que deux parce que ça y est, je vais pas tout citer quoi, je veux dire, comme je vous dis, j'ai lu 51 livres à l'heure où je vous parle, donc il y en a forcément quelques-unes. Mais là, je voulais parler de New Love, New Life, qui est un manga. Voilà, j'ai lu le tome 1. Et là, désolée, je vais regarder mes notes parce que j'ai oublié le nom de l'auteur, et c'est toujours ça avec les mangas. En plus, c'est facile, franchement, j'abuse. C'est Yoko Nemu, aux éditions Kana. D'ailleurs, édition que je trouve chère pour pas grand-chose. Genre, le papier, il est super fin et tout. Enfin, on dirait la Bible, genre. Bref, c'est pas pour ça que j'ai été déçue, mais en gros, là je l'ai plus, genre je l'ai vraiment viré, je l'ai lu, j'ai fait, c'est pas ouf, je l'ai mis en boîte à livres. C'est une meuf qui bosse dans une boîte de design, on va dire, et genre ça dépeint les conditions de travail au Japon, mais ça m'a tellement stressée, genre j'ai... En vrai, c'est parce que c'est la réalité, visiblement, mais je veux dire, la meuf, elle travaillait H24 comme ça, il y avait 3 jours, elle dormait pas, elle était sur un truc, qu'elle était... Ça va pas. Genre les deadlines qui étaient avancées, des trucs comme ça, ou des trucs qu'elle devait rendre impérativement, mais genre elle est prévenue la veille, des trucs comme ça, et en mode elle se lave, elle dort alors, dans l'entreprise quoi, et les collègues pareil. Et donc ça m'a hyper stressée parce que, je sais pas, je trouvais ça tellement inhumain et tout, et puis je sais pas, ouais, ça m'a mis mal en fait. Et du coup ça m'a pas donné envie de continuer. Et ensuite, une autre déception, peut-être même plus grosse que celle-ci, il s'agit des Sirènes de Gotham, publiées chez Urban Comics. Ouais, j'ai pas aimé. Les dessins étaient ouf hein, par contre. Je trouve que les éditions sont très bien faites, la couverture est belle, le papier est
suffisamment épais, il y a des jolies couleurs, enfin voilà, le travail éditorial est vraiment super, mais bah, les histoires, c'était pas dingue. Et en fait, je pense, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est que je crois que j'ai un petit problème avec les comics de super-héros, parce qu'en fait ça part un peu dans tous les sens, ça va super vite, et j'arrive pas à trouver le temps de prendre du plaisir dans la lecture, et ça m'a beaucoup déçue, parce que je pensais grave aimer, et qu'en fait non. Ensuite, sixième catégorie, il s'agit de ma plus grosse surprise de ce début d'année. Et donc j'avais acheté Spy X Family, les 3 premiers tomes, durant la Mangazure, qui est une convention d'otaku, cosplayer, etc. à Toulon. Et je les avais achetés parce que j'avais dit à ma meilleure amie, vas-y, si tu les prends, je les prends aussi. Comme ça, on les lit un peu ensemble, on va dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait, je les ai achetés, mais j'en attendais pas grand-chose parce que, bah, déjà, je connaissais pas trop l'histoire, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est tranquille, quoi. Et donc, j'ai commencé à les lire, j'ai lu les 3 premiers tomes, là, j'ai lu le 4e il y a pas très longtemps, et j'ai encore le 5 et 6 dans ma palle, et franchement, c'est trop bien, genre... Vraiment, je m'attendais pas, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce début de saga et je trouve ça vraiment incroyable. En plus, les éditions de c'est Kurokawa, elles sont super cool, vraiment. Moi, c'est trop important, vraiment les éditions, je regarde bien et tout, surtout quand c'est du graphique. Et là, pour le coup, c'est trop bien, bah, vous avez le manga quoi, et souvent à la fin, vous avez un petit livret. Parfois avec des pages en couleur, avec des genres de hors-série, voilà. Et j'aime bien ce côté-là. En plus, c'est une série qui est hyper humoristique. Et alors, moi, c'est pas spécialement ce que je lis, mais en fait, j'adore. Enfin, en tout cas, cet humour-là, j'adore. Et je l'ai pas dit, mais c'est de Tatsuya Endo. La 7e catégorie, c'est mon nouvel auteur préféré ou ma nouvelle autrice préférée. Là, du coup, je vais en citer 3. Donc, Henri Lovenbroek, donc celui qui a écrit Nous rêvions juste de liberté, j'ai un peu bugué. Mona Chollet, celle qui a écrit Réinventer l'amour. Et enfin, Olivier Norek, parce que j'ai lu Code 93, enfin j'ai écouté Code 93, et j'aime beaucoup ce début de saga, donc je pense que je continuerai pareil en audio, et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, catégorie 8, mon nouveau crush livresque. Alors, j'ai un peu galéré parce que c'est vrai que j'ai pas trop de crush livresque, mais on va dire Stark dans Free Reign, parce que j'aime bien jouer le jeu, j'aime bien répondre à toutes les questions au max. Même quand j'ai pas trop d'idées. Donc je vous dis, c'est pas un big crush, mais quand même il est marrant, il est mimi, nan. Ensuite, catégorie 9, mon nouveau personnage préféré. Bah là pareil, j'ai eu un peu de mal à répondre, mais je me suis creusé un peu la cervelle, et du coup, je dirais que Aliénor et... comment il s'appelle, Lancelot, voilà. Dans Aliénor, fille de Merlin, c'est de Séverine Gauthier, et publié aux éditions, laissez-moi réfléchir, L'École des loisirs, incroyable, chez la collection 9, bah, je peux dire que ces 2 personnages-là sont très cool. Voilà, ils sont très mignons. Après, pareil, je vous dis, c'est de la littérature jeunesse, donc c'est pas des personnages hyper creusés, etc. Mais ils font l'affaire, ils sont cool. J'ai hâte de voir du coup ce qu'ils vont devenir dans la suite de la saga. Ensuite, un livre qui m'a fait pleurer. Alors je pourrais répondre Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbroek, mais je vais pas le faire parce que on aime bien la diversité ici. Du coup, je vais dire Lettre perdue de Jim Bishop. Donc, Lettre perdue, c'est ça, et c'est publié chez Glénat, si je me trompe pas, oui. Alors déjà, est-ce qu'on peut admirer cette couverture qui est juste sublime? J'adore les dessins, j'adore la colorisation. C'est comme ça qu'on dit? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les couleurs, quoi, bref. Là, pareil, vous avez une petite... une case, voilà, du bouquin. Je vais vous montrer l'intérieur vite fait. Enfin, vite fait, si je pouvais, je vous montrerais tout le bouquin, mais je crois pas que ce soit très légal. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'aimerais ne pas vous spoiler, hein. Donc, on va essayer... Ah, je sais pas. Ah, ça, c'est pas mal. Bon, je vais vous en montrer plusieurs, mais voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien, mais c'est d'une beauté sans mots. Je trouve ça vraiment super beau. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que voilà, la 4e de couve en dit rien. Clairement, elle en dit pas grand chose. Il y a 2 phrases, et c'est des phrases qui sont tirées du récit. J'essaie de vous trouver d'autres planches. Vous pouvez pas me dire que c'est pas beau, genre je peux pas accepter le fait que quelqu'un pense que c'est pas beau, parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Donc bon, déjà il y a la qualité du dessin et de la couleur dans un premier temps, et puis des éditions, parce que le papier pareil il est très agréable à suivre.
Bon, le bouquin est assez lourd, mais je veux dire, c'est du costaud, quoi, voilà. Donc, puis c'est vraiment de la qualité, je trouve. C'est 22 €, voilà. En vrai, il y a des trucs plus chers, genre vous achetez un Dos Saxus, vous payez 22 balles aussi, hein. Enfin bref, au-delà du dessin, des couleurs, etc., on a un scénario qui est pour le moins original, j'ai trouvé. Et puis surtout, on a des personnages qui sont vivants, voilà. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que en plus d'un univers qui est original, qui est pour moi unique, même unique, mais qui m'a quand même fait, qui m'a rappelé des vibes d'autres bouquins que j'ai lus ou même de films. Je pense notamment à La Baie de la Licorne de je sais plus comment elle s'appelle, je suis vraiment désolée, mais enfin j'essaierai de vous le mettre quelque part et de vous donner son nom. Et il y a aussi Pogno, voilà. Donc tout ça, ce sont des bouquins, enfin des œuvres que j'ai énormément appréciées et qui ont cette sensibilité dans le dessin et dans la couleur et dans du coup les personnages, parce que ce sont les personnages là qui font le récit en fait pour moi, hein. En tout cas les personnages et l'univers qui font qu'on est attaché. Et ces trois œuvres que je viens de vous citer, elles sont très aquatiques et donc vraiment on a l'impression d'être dans une bulle, un peu spectateur de cet univers loufoque, mais il y a un côté onirique aussi, voilà. Il y a un côté onirique où on se dit que c'est pas réel. Mais pour autant, ça décrédibilise pas, je trouve, l'intrigue ou l'histoire. On sait que c'est pas réel et on le voit, mais pas comme si vous regardiez un film d'action par exemple, ou genre, je sais pas, vous regardez Fast and Furious où vous dites que c'est pas réel, ok. Mais pas dans ce sens-là. Dans le sens où tout est tellement exagéré que du coup, ben voilà, vous avez l'impression d'y être, mais d'être spectateur parce que vous pouvez pas vivre ça, parce que ça n'existe pas. J'ai du mal à expliquer, mais je trouve vraiment qu'il y a, voilà, il y a cette bulle qui m'entoure et tout autour de moi, c'est l'univers en fait. Et puis les personnages, comme je vous disais, sont vivants, on les sent en fait. Ils sont caractérisés. Et pourtant, enfin voilà, c'est une BD quoi, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, c'est pas, il y a pas tout un texte pour décrire un personnage, mais ça suffit. En fait, ça suffit parce que c'est bien fait. Et ça fait pleurer. Voilà. Alors, est-ce que ça fait pleurer parce que c'est moi qui suis une Madeleine? Ou est-ce que ça fait pleurer parce que c'est triste et que c'est bien fait, qu'on arrive à nous, comme ça, là, dans les yeux, là, qu'on nous dit tu vas chialer, espèce de vieille conne. Voilà. Donc là, je sais pas de quel côté on se place, mais moi je vous dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était incroyable. Voilà. Et donc je vais arrêter de parler de ce livre parce que ça fait beaucoup. Bref, 11e catégorie, un livre qui m'a rendue heureuse. Donc là, j'ai essayé de trouver un livre qui m'a rendue vraiment heureuse et pas un livre qui m'a fait rire parce que c'est assez différent. Mais du coup, j'ai trouvé. Et donc, j'ai lu en numérique Georges, le monde et moi de Ilana Quentin, qui est publié aux éditions Hachette. En fait, c'est une romance homosexuelle entre deux adolescents, dont un qui n'est pas out. Voilà, ça fait un peu penser à Heartstopper dit comme ça, hein. Ouais, effectivement, ça peut, parce que j'ai trouvé que c'était assez feel good, même s'il y a quand même, voilà, Alors, moi, j'ai pas lu Heartstopper, je sais pas du tout comment se déroule un peu l'intrigue, est-ce qu'ils se disputent beaucoup, etc. Mais là, il y a quand même des conflits internes des personnages, et puis c'est un roman, donc c'est quand même présenté différemment. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, et il m'a rendue heureuse parce que, bah déjà, je l'ai lu à moitié sur la plage, donc bah, ça joue, hein. C'était la fin d'année, et je pense qu'il y a tout un contexte voilà, autour qui fait que j'ai bien aimé ce bouquin, mais il y a aussi le fait qu'il soit assez feel good, et que du coup, bah voilà, c'est carré, c'est tranquille. J'étais pas en train de chialer là pour le coup, hein. Ensuite, 12e catégorie, le livre le plus beau que j'ai acheté en ce début d'année. Alors du coup, je vais pas citer Vespertine, même s'il est très beau, mais je l'ai pas acheté, donc je peux pas citer Vespertine. Par contre, je peux citer Steam Sailors de Ellie S. Green aux éditions Gulfstream. Donc c'est le tome 1 que je trouve incroyable. N'est-il pas magnifique? Déjà, j'adore le steampunk, j'adore la sailpunk, je sais pas si ça en est. Ça a l'air. Je trouve ça trop beau. Voilà. Donc déjà je trouve que Gulfstream, ils font des éditions incroyables. Regardez les rabats, quoi. J'adore. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, je vous montre ça comme ça, mais voilà les rabats ici. Je le trouve magnifique. Il n'a pas une tranche colorée ou quoi que ce soit, mais
Mais je veux dire, tout le travail éditorial autour est très très joli. Et même le papier est qualitatif, j'aime bien la police d'écriture, les marges et tout, j'adore, j'adore. Je le trouve très beau dans son ensemble. Et enfin, catégorie 13, un livre que je veux lire absolument avant la fin de l'année. Alors là, je ne vais pas citer un livre, mais une saga carrément. Donc il s'agit de la saga Shadow and Bone, ou Grisha en français, de Leigh Bardugo. Je veux absolument la lire parce que déjà, avant de les avoir, ça faisait très longtemps que je voulais les lire. Puis il y a eu toute la hype autour de Six of Crows et je voulais lire Grisha avant. J'ai aussi Six of Crows en anglais, pareil, que j'ai pas lu forcément, hein, puisque je voulais lire Grisha avant. Ensuite, je les ai achetés, enfin bref. Et donc, du coup, je les ai toujours pas lus, mais j'aimerais au moins lire le tome 1 cette année, voilà. Parce que sinon, je commence Six of Crows en 2030, quoi, donc ça va pas le faire. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai enfin terminé, je parle trop, je parle beaucoup trop. Mais c'est peut-être le fait de revenir là que du coup j'ai plus trop l'habitude de faire des phrases. Bref, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère pouvoir être de retour rapidement avec d'autres vidéos. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, il y a toujours Instagram où je suis beaucoup plus active, j'en suis quasiment tous les jours. Je poste pas tous les jours, mais en tout cas je poste à peu près des stories quasiment tous les jours.